Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 19 juin. 58 clandestins découverts morts à Douvres dans un camion frigo. Toute l'horreur d'un vaste trafic d'immigration internationale. Menace sur l'équipe de France, rien de très précis, mais une information judiciaire concernant 3 militants islamistes et la présence de policiers du RAID pour protéger les Bleus. Le groupe Vivendi de Jean-Marie Messier deviendra demain un empire international avec l'acquisition du Canadien Seagram qui possède les studios Universal. Découverte Greenpeace, entre 1950 et 1963, 28 500 fûts de déchets radioactifs auraient été immergés au large de l'île anglo-normande d'Aurigny. Eddie Mitchell fait sa tournée. À partir du 1er juillet, M. Eddie organise ainsi ses 40 ans de carrière avec des concerts jusqu'à début décembre. Eddie Mitchell, j'aurai le plaisir de recevoir à la fin de cette édition. Comment dire l'épouvantable? Comment qualifier la fin du voyage de 58 clandestins venus d'Asie, 54 hommes, 4 femmes, à l'arrière d'un camion frigo qui transportait des tomates? 58 cadavres, morts de froid ou d'étouffement, l'enquête le dira. La découverte tragique a été faite peu après minuit sur un parking de la zone portuaire de Douvres, le principal port d'entrée de Grande-Bretagne. Récit, Pascal Doucet-Bon avec Michael Barnes. Surtout, ne rien laisser au hasard. Ce sont bien des cajots de tomates que la police scientifique est en train de prélever, la seule cargaison que le camion aurait dû transporter. Le laboratoire les analysera, on ne sait jamais. Ce camion est arrivé peu avant minuit, dimanche soir, en provenance de Zeebrugge, sur l'un des ferries de cette compagnie. À cette heure-là, les douaniers font des contrôles de routine. Ils ne connaissent pas la société néerlandaise dont le logo orne la remorque, une raison suffisante pour arrêter ce camion-là plutôt qu'un autre. Les douaniers l'ont contrôlé presque par hasard, peu avant minuit. Ils ont ouvert la porte, et là, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas préparés à voir ce qu'ils ont vu. C'était un énorme choc. Ce qu'ils ont vu, 60 personnes, toutes asiatiques, entassées dans le conteneur. 2 seulement respiraient encore, trop faibles pour appeler au secours. Mais avant d'ouvrir les portes, les douaniers avaient une autre raison de suspecter ce camion. Son chauffeur avait payé son transport en espèces, ce qui est très rare. Si le fait d'avoir payé cash rendait ce camion suspect, pourquoi ne pas l'avoir contrôlé dès l'embarquement à Zeebrugge? Mais pour l'instant, cette polémique internationale peut attendre. Les corps des 58 victimes sont transportés vers plusieurs morgues afin d'autopsie. Les policiers parlent déjà d'asphyxie et de déshydratation. Quant aux 2 survivants et aux chauffeurs, ils sont interrogés en ce moment même, les uns à l'hôpital, l'autre en garde à vue. Une telle découverte macabre peut arriver quotidiennement en France, indiquait ce matin Jean-Marie Delarue, le directeur des libertés publiques. Depuis 10 mois, 10 800 clandestins ont été interpellés. C'est miraculeux que nous n'ayons pas eu de décès, ajoute M. Delarue. Outre ces clandestins, 400 passeurs ont été arrêtés, dont 240 transporteurs routiers. C'est le travail des douaniers, tandis que les clandestins attendent dans un camp provisoire à Sangatte, près de Calais. Reportage Loïc Delamornay avec Patrick Vorstorm. Inspection en règle pour ce chauffeur britannique. Ce week-end encore, les douaniers de Calais ont découvert un groupe de passagers clandestins cachés dans la remorque d'un camion. Un réel problème pour les routiers responsables de leur chargement, mais qui ne peuvent pas toujours le vérifier. J'avais passé une nuit en Belgique sur un parking. Je suis parti à 3 h du matin, il faisait très sombre. Des clandestins sont montés sur le toit, l'ont découpé et sont entrés à l'intérieur de ma remorque. Je ne pouvais pas les voir. Tous ces gens sont armés de cutters, ils en ont dans leur poche ou des lames de rasoir. Et ils ouvrent les bâches, ils peuvent se mettre entre les roues à tout ce qui peut les soutenir sous le camion. Parfois quand la roue de secours manque, ils peuvent se mettre à l'emplacement de la roue de secours. C'est à Calais, porte d'entrée sur la Grande-Bretagne, où les conditions d'asile sont plus favorables, qu'aboutissent la majorité des filières clandestines d'Europe. Ici, près de 11 000 clandestins ont été interpellés en un an. Certains sont alors conduits à quelques kilomètres de là, au centre de la Croix-Rouge de Sangatte. On a entendu même de parler d'enfants qui étaient scotchés sous les camions. Et souvent, ils risquent des chutes lorsque le camion ne prend pas la direction qu'il souhaite, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc nous avons eu souvent affaire ici à des personnes qui avaient de graves traumatismes. Dans ce centre construit à la hâte pour accueillir des réfugiés kosovars, s'entassent aujourd'hui 600 personnes de 30 nationalités différentes.
Nous sommes iraniens. Lui, il vient d'Afghanistan. Lui, de Turquie. Et celui-là d'Irak. Moi, j'ai dû fuir mon pays après les émeutes étudiantes l'an dernier, en Iran. J'étais à l'université de Shiraz. Ce réfugié irakien raconte, lui, qu'il a dû fuir parce qu'il est d'origine kurde. Il est passé par les montagnes et a mis 2 mois pour rejoindre la France. Pour s'échapper, il aura payé 5 000 $. Pour les autorités, ce centre est un pis-aller. Ces clandestins arrivent ici sans papier, mais ils sont libres de repartir quand ils veulent. Ce soir, c'est certain, d'autres tenteront leur chance vers les côtes anglaises. L'Europe et ses richesses, l'Europe et ses pays de cocaïne pour toutes celles et ceux qui survivent dans des pays pauvres. Cette Europe attire des centaines de milliers d'immigrants illégaux, de 300 à 500 000 par an depuis le début des années 90. On connaît les filières, on connaît les trajets. Voici celui emprunté par un Kurde. Il raconte comment il a réussi à traverser les frontières pour venir en France. Reportage Agnès Varamian avec Frédéric Basile. La Turquie, la Bulgarie, la Macédoine, Çelik Mezer les a traversés en camion, enfermés avec 45 personnes et de la marchandise dans un 38 tonnes. En 3 jours, la porte arrière ne s'est jamais ouverte. Puis c'est l'Albanie. Là, dans un port qu'il ne sait pas situé sur une carte, il embarque de nuit pour l'Italie, dans un canot de fortune. On était serrés sur un bateau fait pour 15 personnes. À côté de moi, 2 personnes sont tombées à l'eau. Le pilote de bateau ne s'est même pas retourné. Il n'a même pas fait attention. Pendant son périple à travers l'Europe, Çelik a payé à 2 reprises des passeurs en Turquie et en Albanie. 20 000 francs au total, mais de sa filière, il sait peu de choses. J'ai vu seulement ceux qui prenaient l'argent. Les passeurs changent dans chaque pays, mais ils communiquent par téléphone portable. C'est bien la preuve que c'est le même réseau. L'argent de ce trafic, c'est presque 30 milliards de francs, un peu plus que le budget du ministère de la Justice. Les Africains passent par le détroit de Gibraltar, 200 s'y sont noyés en 6 mois. Destination numéro 1 en Europe pour ceux qui arrivent de l'Est, l'Allemagne. Numéro 2, l'Angleterre. L'Italie, pays de passage obligé, a lui durci sa législation. Un clandestin avait 15 jours pour quitter le pays. Il est reconduit immédiatement désormais, ce qui ne décourage pas les passeurs. Lorsque l'on fait le trafic d'êtres humains, les peines encourues sont beaucoup plus faibles, voire même quasiment inexistence. Il y a un problème de législation dans de nombreux pays d'origine. La législation n'est pas adéquate. En France, un trafiquant de drogue risque 20 ans de prison, un passeur seulement 2 ans. Les demandes d'asile politique ont augmenté l'année dernière de près de 40% dans notre pays. Celle de Çelik Mezer, comme beaucoup, a été refusée. Le drame découvert à Douvres ce matin a relancé la polémique concernant l'afflux de clandestins et de demandeurs d'asile en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Tony Blair, qui se trouvait aujourd'hui près de Porto, au Portugal, pour un sommet de l'Union européenne, a réagi ainsi. Dans le cadre des mesures que nous avons prises pour lutter contre ceux qui abusent et profitent du droit d'asile, il existe des dispositions pour que les gens ne puissent plus faire passer des clandestins dans notre pays. C'est évidemment une terrible tragédie et nous attendons d'en savoir plus sur ce drame. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer que ce commerce diabolique d'êtres humains, s'arrête définitivement. Alors, sentiment d'horreur, de consternation, les réactions à Porto étaient semblables. Monsieur Jacques Chirac a souhaité que les dirigeants européens réagissent face à ce problème d'immigration. Un problème qui est soulevé depuis plusieurs mois de façon très polémique en Grande-Bretagne, Bertrand Koch. Oui, Claude, on vient d'entendre monsieur Tony Blair, le Premier ministre, dire son émotion, sa colère, qui est sans doute celle de tout un pays. Mais cette tragédie aura sans doute des répercussions politiques ici en Grande-Bretagne. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, que depuis des mois maintenant, conservateurs et travaillistes s'affrontent de façon récurrente sur le thème de l'immigration. Les premiers reprochant au second, au pouvoir, d'être trop laxistes avec les demandeurs d'asile, qui sont, il est vrai, chaque année plus nombreux. 71 000 l'année dernière, venus s'ajouter aux quelques 105 dossiers en souffrance, pour certains depuis 3 ans. Encore un chiffre, 2500, c'est celui des clandestins arrêtés ces 3 derniers mois dans la seule province du Kent. La législation ici en Grande-Bretagne leur est plus favorable qu'ailleurs en Europe. S'ils se présentent comme réfugiés, ils bénéficient d'une aide financière, de facilités de logement et finalement très peu d'entre eux se trouvent expulsés, surtout si l'on compare avec ce qui se pratique ailleurs en Europe, en France notamment. Mais depuis quelque temps, les sondages montrent que l'opinion comprend mal ce qu'elle perçoit comme un traitement de faveur et que l'immigration figure désormais à la 3e place dans l'ordre de ses priorités.
Ce qui explique sans doute que M. Tony Blair et son gouvernement ont pris récemment une série de mesures qui vont plutôt dans le sens d'un durcissement, notamment des amendes plus lourdes pour les chauffeurs de poids lourds pris à transporter des clandestins. Car on l'a vu, c'est tout un trafic qui se développe sur la misère et sur l'espoir des candidats à l'exil. Un trafic qui génère des profits considérables. Un trafic qui fait des victimes aussi, comme hier, avec ces 58 personnes qui ont trouvé la mort simplement pour avoir voulu changer de vie. Merci Bertrand. La section antiterroriste du parquet de Paris prend des précautions pour la sécurité de l'équipe de France de football. Une enquête a été ouverte. 3 militants islamistes placés en garde à vue étaient déjà incarcérés. Malgré cela, elles seraient soupçonnées dans cette affaire. De plus, 2 policiers du RAID ont rejoint l'équipe de France en Belgique. Explication avec Valérie Hermite. Un entraînement sous protection inhabituel. Depuis 2 jours, l'équipe de France est sous la garde de 2 policiers du RAID. Les menaces ne sont pas directes, mais mieux vaut prévenir que guérir. Ce sont les autorités hollandaises qui ont alerté la DST. Adel Mechat, membre important du GIA, était en relation téléphonique avec des islamistes basés aux Pays-Bas. Des conversations certes codées, mais suffisamment inquiétantes pour que le parquet antiterroriste de Paris ouvre une information judiciaire pour association de malfaiteurs. Les appels étaient passés d'un portable depuis la prison de la Santé. Outre Adel Mechat, Mohamed Kerrouche et Nasserdine Slimani, autres islamistes déjà condamnés en France, sont en garde à vue depuis ce matin. Il y a 2 ans, 15 jours avant le mondial, un gigantesque coup de filet avait déjà été opéré simultanément dans 5 pays d'Europe différents. Une centaine d'islamistes présumés avaient été arrêtés, dont 53 en France. Adel Mechat, déjà soupçonné de pouvoir passer à l'action, était lui arrêté en Allemagne. Vive la France, allez gagner! Une menace qui ne semble pas peser sur le moral des Bleus. Demain, ils partiront pour Amsterdam afin de disputer le 3e match de leur groupe avant les quarts de finale pour lesquels ils sont déjà qualifiés. Et puis l'Euro 2000 est toujours sous une autre menace, celle de la violence des hooligans, pas seulement des Anglais, mais on craint ce soir les supporters turcs. Les mesures annoncées ou déjà prises par les dirigeants de l'UEFA ne semblent pas les avoir dissuadés, pas plus que les menaces du ministre de l'Intérieur britannique, mais il est une évidence, les Anglais ne sont vraiment pas bien vus à l'Euro 2000. Commentaire Gilles Marinet avec Joël Briandet et Julien Richon en Belgique. Il ne faisait pas bon être anglais aujourd'hui à Bruxelles. Tout citoyen britannique, hooligan ou pas, était interdit de centre-ville. Pourquoi est-ce que vous les enlevez de la place ici? Parce que j'ai reçu des instructions. Des instructions très claires données aux 2000 policiers belges. Ne tolérer aucun rassemblement, intervenir à la moindre provocation. Tous les supporters anglais sont considérés comme des hooligans en puissance. Pendant ce temps, à Londres, devant la Chambre des communes, le ministre de l'Intérieur se justifie de l'accusation de laxisme. Il n'est pas facile d'identifier à l'avance les fauteurs de troubles s'ils n'ont pas déjà été reconnus coupables de hooliganisme ou bien s'ils ne sont pas suivis par les services de police. Et le ministre d'annoncer des mesures, expulsion à vie des stades, renforcement des contrôles dans les ports, marquage sur les passeports des supporters expulsés afin de faciliter leur identification. Cet arsenal anti-hooligan ne satisfait qu'à moitié la Fédération anglaise de football. Elle veut aller beaucoup plus loin. Nous souhaitons l'élaboration d'une nouvelle loi qui empêcherait nos hooligans de quitter le pays. Ce sera l'une de nos principales priorités dans les mois à venir. Nous ne voulons plus subir et faire subir à nos amis dans d'autres pays une telle situation aussi embarrassante. Dans ce climat très lourd, l'équipe anglaise s'est entraînée cet après-midi à huis clos. Demain, elle affronte la Roumanie, mais dès ce soir, les autorités redoutent des incidents lors du match entre la Turquie et la Belgique. Petite audience à la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Ce devait être le procès de 7 personnes en marge de l'affaire Elf avec Loïc Le Floch-Prigent, Christine de Viejoncourt et Roland Dumas. Mais ce dernier, actuellement en convalescence dans une clinique bordelaise, est absent. L'audience a donc été reportée en attendant une expertise médicale. Compte rendu d'audience avec Dominique Verdeillan et Dominique Bonnet. À défaut d'échapper à la justice, Christine de Viejoncourt tente de se protéger des photographes trop pressants. Malheureusement, dans la précipitation, ses avocats gardes du corps se trompent de salle d'audience. Le procès, lui, ne durera que 15 minutes, le temps de constater l'absence de Roland Dumas et de nommer des experts médicaux. On occulte les vraies affaires, c'est-à-dire l'affaire des frégates à Taïwan qui n'est toujours pas instruite,
et beaucoup d'autres affaires qui devraient sortir. Et j'ai l'impression qu'à repousser ce procès, à ne pas le vouloir, c'est dommage parce qu'aujourd'hui c'était vraiment peut-être l'ouverture du procès de la Ve République. Plus serein, plus patient, Loïc Le Floch-Prigent. J'ai toujours dit que j'étais prêt à être jugé à n'importe quel moment, et je reprends ce propos, que je suis serein, voilà. Mais il faudra peut-être encore attendre 6 mois. On attendra. Enfin, j'étais prêt à être jugé aujourd'hui. Tout le monde se retrouvera ici le 19 septembre, mais il s'agira simplement de fixer une nouvelle date de procès. Entre le 15 janvier et le 15 février 2001, pronostique la présidente. La justice, elle aussi, est malade. Les prévenus sont victimes de l'engorgement des tribunaux. C'était sur l'île de Chatou, dans les Yvelines, hier, la fête dite des impressionnistes. La fête a tourné court. On a évacué les quelques 15 000 participants après la découverte d'un engin explosif. C'était un pain de plastique. Pour l'instant, les enquêteurs recherchent d'abord ceux qui ont découvert cet explosif. Marc Dutroux, le pédophile assassin belge, condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Neuchâtel en Belgique, et ce pour les délits commis lors de son évasion en avril 1998. Et puis l'ouverture ce matin devant la cour d'assises de Savoie du procès du meurtrier présumé de la petite Ludivine, meurtre commis en mars 1998 dans un centre de vacances à Albiez-Montrond. Le meurtrier a reconnu les faits. C'est au nord du Portugal, à Feira, non loin de Porto, que les dirigeants de l'Union européenne se retrouvaient une dernière fois sous la présidence portugaise. La France prendra le relais dès le 1er juillet. À l'issue de cette journée, Christian-Marie Monod et Jean-Paul Chausset, pour France 2, rapportent le sentiment d'un blocage. Blocage à l'initiative de l'Autriche à propos de la fiscalité, mais blocage aussi des Européens à l'égard de l'Autriche. Effectivement, la famille Europe donne l'impression d'être unie et solidaire. Les sources de désaccord sont nombreuses. La fiscalité, la réforme des institutions, qu'on appelle la conférence intergouvernementale. Enfin, les sanctions bilatérales contre l'Autriche. Le doux breuvage local n'y pouvait rien. L'ivresse de l'élargissement s'est évaporée. Et ce n'est pas la question autrichienne qui va permettre aux 14 de retrouver les idées claires. La présidence portugaise a quelques jours seulement, d'ici la fin de sa présidence, pour trouver une solution acceptable par tous. Une majorité, pour la première fois des pays membres, souhaiterait un assouplissement des sanctions contre le gouvernement de droite et d'extrême droite de Vienne. L'Allemagne et la Belgique y sont hostiles. La France est ouverte à toute proposition. Elle voudrait bien en effet être sortie de cette affaire avant de prendre elle-même la présidence de l'Union européenne. Et en marge de ce sommet européen à Porto, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté en faveur du plein emploi en Europe. C'était la Confédération européenne des syndicats qui voulait ainsi faire réagir les gouvernements européens. Parmi les délégations, Nicole Notat pour la CFDT, Bernard Thibault pour la CGT et Alain Deleu pour la CFTC. Ils sont donc ensemble à Porto, mais ils ne cachent quand même pas leurs différends concernant l'avenir de l'assurance chômage française. Reportage Nathalie Moisan et Yann Jiquel. Nicole Notat de la CFDT et Bernard Thibault de la CGT plaisantant ensemble. Image insolite en ces temps de désunion syndicale qu'il faut aujourd'hui aller chercher à Porto. La Confédération européenne des syndicats appelait à manifester autour d'une revendication consensuelle, l'emploi, mais même dans le carré de tête, difficile d'apercevoir les leaders français côte à côte. Personne n'oublie que sur l'assurance chômage, la CGT refuse catégoriquement un projet patronal que la CFDT s'apprête à signer. La quasi-totalité des organisations françaises y sont. Elles sont présentes ici à Porto. C'est la preuve que nous pouvons progresser ensemble, affirmer ensemble des objectifs communs. Et puis il y a la vie quotidienne qui fait qu'à certains moments, nous ne sommes pas spontanément d'accord sur tout. Ça ne remet pas en cause l'essentiel. Dans la vie quotidienne, on pourrait même dire que le torchon brûle. Seules la CFDT et la CFTC ont approuvé le plan d'aide au retour à l'emploi proposé par le MEDEF, deux organisations qui ne représentent que 30% des salariés. Je pense pour ce qui me concerne que les organisations qui supportent le projet sur la table qui est censé déboucher sur un protocole d'accord ne sont pas suffisamment représentatives de l'opinion des salariés pour que ça puisse être le projet à partir desquels les décisions réglementaires et législatives puissent être prises. Dès lors, pour la CGT, tout est à refaire. Une nouvelle négociation doit s'engager entre le patronat et les syndicats, mais cette fois avec la participation de l'État. Pour ce rassemblement européen, les syndicats français se sont donné du mal pour offrir une image d'unité, mais cette manifestation cache difficilement leurs divergences, comme s'il était plus facile de défendre l'emploi en Europe que de réformer ensemble l'assurance chômage en France.
Et pendant ce temps, au siège du MEDEF, les patrons, à l'unanimité, décidaient de signer le protocole d'accord sur la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire le dispositif d'aide au retour à l'emploi obligatoire et assorti de sanctions. Projet approuvé par 2 syndicats sur 5, la CFDT et la CFTC. Mais le président du MEDEF, M. Seyer, qui doit s'exprimer demain, sait bien que cet accord sera soumis à l'agrément du ministère de l'Emploi. Et demain, CGT, Force ouvrière et CGC doivent se retrouver pour évoquer une stratégie face au projet du MEDEF. Les 21 otages touristes étrangers de Jolo, au sud des Philippines, en sont maintenant à près de 2 mois de détention. Les rebelles musulmans les auraient regroupés. Aucune négociation sur une demande de rançon n'a eu lieu, affirment les autorités de Manille. Des contacts ont cependant été repris avec le camp des preneurs d'otages. C'est demain officiellement que Jean-Marie Messier, le président du groupe Vivendi, doit préciser le rapprochement effectif avec le groupe canadien Seagram. Ce serait ainsi la naissance d'un véritable empire qui irait de la production d'eau jusqu'au cinéma et à la musique, en passant par la télévision à péage via Canal+. Un groupe qui pourrait rivaliser avec les autres conglomérats mondiaux du secteur multimédia, une sorte de péplum financier où l'on se demande qui est le gladiateur, pour reprendre le titre justement d'une production de Seagram. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Frédéric Basile. Du sang dans l'arène, pas de quartier non plus dans les affaires. Demain, Gladiator défie l'Empire sur les écrans et Vivendi s'attaque aux géants du film américain. Le groupe français devrait acquérir le Canadien Seagram, à qui appartiennent les studios Universal, des parcs de loisirs, ainsi qu'un catalogue d'artistes et de labels musicaux qui représentent 21% du marché. Dans les faits, les 2 groupes vont former une société commune, une opération de 230 milliards de francs pour créer Vivendi Universal, spécialisé dans la communication. Avec Canal+, également propriété de Vivendi, le nouvel ensemble contrôlera la télévision et le cinéma, la production musicale, l'édition et bien sûr Internet, avec le tout nouveau portail Vis-à-vis. Bref, tous les secteurs dits d'avenir. Le tableau semble idyllique et pourtant les investisseurs restent sceptiques. Que vont devenir les domaines traditionnels des 2 groupes? L'eau, les déchets, l'électricité d'un côté, les vins et spiritueux de l'autre. Ces 2 activités représentaient l'essentiel du profit du groupe Vivendi et de Seagram. Donc Vivendi va devoir, sans ces sources de profit relativement importantes, financer ses activités communication, financer ses activités télécommunication et Internet, qui sont, elles, extrêmement gourmandes en capital. Qu'importe les risques, depuis la fusion Time Warner AOL annoncée au début de l'année, le PDG de Vivendi sait lui aussi que pour survivre, il faut grossir à tout prix. En Italie, une grève de routiers commence. Elle est prévue sur 7 jours. Près de 80 000 routiers italiens auraient arrêté leurs véhicules au cours de la nuit dernière sur les autoroutes ou aux postes frontières, ainsi au tunnel de Fréjus entre la France et l'Italie. Le tunnel est bloqué, tout comme les plus importants carrefours de circulation dans le pays. Les routiers italiens se battent pour des réductions d'impôts et de taxes sur le gazole. Hommage silencieux ce matin des collègues du convoyeur de fonds tués vendredi dans l'attaque d'un fourgon. C'était à Puget-sur-Argence, dans le département du Var, devant l'agence bancaire où s'est produit le hold-up. L'attitude du personnel de cette agence a été mise en cause par les convoyeurs. La Fédération Force ouvrière appelle à une grève jeudi. À la veille d'un vote solennel à l'Assemblée nationale pour approuver le quinquennat dans les différents partis politiques, à gauche comme à droite, on note des voix très discordantes sur la nécessité du référendum, d'autant que les risques d'abstention apparaissent et qu'après tout, nombre de députés et de sénateurs songent qu'un congrès suffirait bien. D'autres, comme Raymond Barre et une douzaine de députés de droite, ont déjà dit leur refus d'une telle réforme. Enquête Arnaud Boutet. Il y a 15 jours, le chef de l'État exposait sa préférence, oui, au quinquennat sec par le biais d'un référendum. Nous posons une question aux Français, ils y répondent. Ils répondent oui, c'est très bien, ils répondent non, c'est très bien. Critiqué par son manque d'engagement sur la réforme, Jacques Chirac appelle depuis samedi tous les militants RPR à le soutenir. Les lieutenants, eux, montent au créneau pour défendre le référendum. Une réforme approuvée, même s'il y a des abstentionnistes, par le peuple français, a une force, a une légitimité plus forte qu'une réforme qui est simplement approuvée par les représentants du peuple français. Mais le quinquennat ne passionne guère, ni les députés. Ils n'étaient qu'une poignée pour discuter du texte à l'Assemblée, ni les Français. Certes, les sondages donnent le oui gagnant lors d'un éventuel référendum, mais avec près de 60% d'abstention. Alors, dans chaque camp, certains refusent le choix imposé du référendum. Le RPR Christian Poncelet ou le socialiste François Hollande préfèrent le Congrès, c'est-à-dire la réunion des députés et sénateurs.
une idée qui fait bondir Charles Pasqua. Le patron du RPF comptait sur la campagne du non au référendum pour refaire l'unité de son parti. Le choix du Congrès serait pour lui un véritable scandale. Je considérerais que c'est contraire à l'esprit des institutions. Quant aux parlementaires qui s'associeraient à cette mascarade, le moment venu, nous nous expliquerions avec eux devant l'opinion publique au moment des élections législatives. Robert Hue et les communistes ne veulent pas voter non, comme Charles Pasqua ou Jean-Marie Le Pen. En cas de référendum, ils prônent l'abstention. Entre le Congrès réuni à Versailles et le référendum, Jacques Chirac devra donc faire un choix difficile. Chaque solution comporte ses risques. Dans quelques minutes, au Théâtre de la Madeleine à Paris, Jean Tibéri va concrétiser ses propos. Il va présenter les membres des listes des candidats dans les différents arrondissements de Paris l'année prochaine aux municipales. Jean Tibéri montre par là qu'il est peu impressionné par les risques d'exclusion du RPR évoqués à mots couverts par Michel Alliot-Marie au cours du week-end dernier. La mer est une poubelle et Greenpeace en fait la démonstration. Film à l'appui, l'organisation écologiste internationale révélait aujourd'hui que des fûts de déchets radioactifs étaient immergés dans la fosse des Casquets, c'est au large de l'île anglo-normande d'Aurigny, à une quinzaine de kilomètres des côtes françaises. Au total, ce sont 28 500 fûts qui auraient été ainsi jetés entre 1950 et 1963 par les Anglais. Reportage Louis Carzou, Sébastien Hiroux. Un serpent de mer particulièrement venimeux. Dans la nuit de la fosse des Casquets, par 100 mètres de fond, ces fûts filmés par les plongeurs de Greenpeace renferment des déchets radioactifs. Du plutonium, du strontium, du césium, tous issus de l'industrie nucléaire britannique. 17 000 tonnes au total rejetées entre 1950 et 1963, dans cette zone située à 15 km au nord-ouest d'un cap déjà célèbre, celui de La Hague. L'objet de l'immersion était que les fûts, en arrivant au sol, pas au sol, mais au fond de la fosse, implosaient sous la pression de l'eau et les déchets, comme étaient de faible radioactivité, allaient se disperser dans la mer aux alentours et sans poser beaucoup de problèmes. La difficulté est que sur les dizaines de milliers, je crois, de fûts qui ont été immergés, un certain nombre n'ont pas implosé. Cette pratique dénoncée de longue date par l'organisation écologiste, parfois au péril de ses militants, cette pratique est désormais interdite. Depuis 7 ans, les immersions de rejets radioactifs solides sont prohibées par la Convention OSPAR. La commission chargée de cet accord doit tenir sa réunion annuelle la semaine prochaine à Copenhague. Nous souhaitons montrer qu'on a pris une décision intéressante en 1992 d'interdire le rejet en mer de déchets emballés dans des fûts. Il faut maintenant rapidement prendre une décision pour interdire les rejets en mer directement à partir d'émissaires marins comme le fameux tuyau de La Hague. De fait, selon les experts français, les déchets radioactifs immergés dans la fosse des Casquets représentent seulement 1% des rejets liquides issus chaque année du tuyau de La Hague. Une nouvelle plutôt encourageante pour le tourisme du littoral atlantique. Selon le secrétariat d'État, la grande majorité des plages du littoral atlantique inspectées par les services de santé sont propres, 95% d'entre elles. Dans un premier temps, ni le nombre total, ni le nom des sites encore souillés ou en cours de nettoyage n'ont cependant été communiqués. Et puis en voile, un très bel exploit d'une jeune Anglaise, elle a à peine 24 ans, Hélène MacArthur, qui a remporté la Transat anglaise en catégorie monocoque en 14 jours, 23 heures et quelques minutes. Elle est la Benjamine de la Transat et c'est la première fois depuis Florence Artaud dans la Route du Rhum qu'une femme remporte une telle victoire. Commentaire Alexandre Cara. C'est un petit bout de femme, mais déjà un immense marin. Hélène MacArthur est anglaise, comme la Transat qu'elle vient de remporter, mais surtout, elle n'a que 23 ans. Depuis 72, depuis Geoffrey Williams, pas un Anglais ne s'était imposé dans cette épreuve. À cette époque, MacArthur n'était pas né. Le secret d'Hélène, c'est un amour immense pour l'océan, un amour de gosse. Quand j'étais petite, j'ai lu des bouquins sur ces marins qui faisaient la Transat anglaise. Pendant des années, moi aussi, j'ai rêvé d'y participer, mais jamais je n'ai pensé que cela se réaliserait et surtout qu'un jour, je la gagnerais. Pendant 2 semaines, une femme seule sur l'Atlantique. Seule, à scruter jour et nuit l'horizon, pour vaincre l'océan, pour vaincre les meilleurs marins lancés à ses trousses. Les coups de tabac, les icebergs, les baleines ou même les hallucinations, Hélène a tout vécu. Pour parler de son exploit, même les meilleurs manquent de vocabulaire. C'est très fort, ce qu'elle a fait, c'est super, et d'arriver aujourd'hui en tête devant beaucoup de très bons skippers français qui étaient au départ de Plymouth, c'est une chose fabuleuse, vraiment fabuleuse. Entre un solitaire et son bateau, c'est une tradition, on partage le champagne. En souvenir des galères passées, en prévision de celles à venir, et pour ces deux-là, c'est une évidence, ce n'est qu'un début.
Et puis en golf, un exploit qualifié d'incroyable, y compris par les spécialistes. L'Américain Tiger Woods a remporté l'US Open à Pebble Beach aux États-Unis. Tiger Woods a gagné avec une avance de 15 coups. Ce sera sans nul doute la plus grande tournée musicale de l'an 2000. Eddie Mitchell revient sur scène après quelques délicatesses de santé. Du 29 juin au 8 décembre en France et en Belgique, ce sera le concert des concerts, une sorte de record apprécié par Éric Perrin, Bernard Puissesseau et Philippe Deslandes. Au pays des rockers, on dit « On the road again ». En version française, cela donne « Sur la route encore ». Après une interruption due à des problèmes de santé, Eddie Mitchell repart donc pour 6 mois en tournée en France. Bon, sois bon, Eddie, on va tâcher, ok? Faut dire que la scène, le public, Eddie Mitchell ne peut s'en passer, comme son compère et ami Johnny Hallyday. Et pour fêter ses 40 ans de carrière, Monsieur Eddie fait dans le symphonique, genre orchestre classique, en vadrouille chez les rockers. Un loser qui gagne, moi je suis sensible à ça, à un homme qui pense, on a l'impression qu'il a un sexe d'une taille standard, ça fait plaisir, ça rassure tout le monde. Quand il est amoureux, il souffre, il est un peu sceptique sur l'homme. Car il n'aime pas en parler, mais Eddie Mitchell, c'est aussi un auteur qui s'est touché par la qualité de ses textes. Avec lui, l'ironie rend la fragilité humaine plus supportable, une certaine idée de l'élégance. Je t'ai menti, je sais pas décrocher les étoiles. Déjà tout petit, je monte mal mes cadeaux. Est-ce que vous êtes timide? Ouais. C'est bizarre de monter sur scène quand on est timide. Oui, mais c'est justement, c'est une belle thérapie. Bonsoir Eddie Mitchell. Après ce bel hommage d'Éric Perrin, ça va mieux déjà, faisons le point sur le plan santé, tout va bien? Oui, la tuyauterie est au point, tout va bien. Très bien. 40 ans, c'est pour ça que vous avez décidé de 40 ans de chansons, c'est pour ça que vous avez décidé de faire une tournée monumentale comme ça? Oh, c'est cyclique chez moi, vous savez. Ah ouais? Non, c'est pas le dû au fait des 40 ans, mais disons que il y a une fringale qui s'installe, peut-être avec l'âge, et c'est vrai que on a de plus en plus envie, je dis nous, je parle en tant que chanteur, je parle pour cette profession, je crois qu'il arrive un moment où on a vraiment envie de montrer que finalement la fonction de chanteur c'est d'être sur scène. Vous auriez pu faire comme Johnny, faire 400 000 personnes, au revoir, je vais me reposer. Là, vous allez jusqu'à mi-décembre. Jusqu'à mi-décembre, vous allez prendre une tournée avec une énorme... Vous êtes combien dans cette tournée? Oh là, c'est incroyable, moi je vous avais vu à Bercy, c'est beaucoup de monde quand même. Oui, bon, entre les cuivres, les cordes, je parle de ce que voient les gens, hein, de la salle, entre les cuivres, cordes, la déco, machin, je sais pas, il y a déjà une quarantaine de personnes, donc plus tous les gens qui travaillent autour. Et dans une tournée, vous êtes quoi? Vous êtes chef de bande ou vous êtes plutôt solitaire dans votre coin? Comment ça se passe? Non, je suis partie intégrante. Je suis ni chef parce que je veux dire c'est un terme qui est pas employé. Qui vous va pas? Non, vous n'êtes pas l'âme d'un chef? Non, parce qu'un chef, ça a des responsabilités, puis ça doit toujours être le premier. Un chef, ça doit toujours être le premier sur un plateau et le dernier parti, donc autant essayer de passer à travers, oui. Est-ce que vous ne craignez pas, après 40 ans, de faire le concert de trop? Est-ce que vous êtes fixé dans votre tête, j'en fais un certain nombre, puis ensuite j'arrête? Vous avez un calendrier très précis là-dessus? Non, j'ai pas de calendrier. Je me dis simplement que tant que les gens ont envie de s'amuser avec moi, bon, je serai présent. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura, si la lassitude arrive, bon, ça viendra d'abord du public, ensuite elle peut s'installer chez moi, mais pour le moment, je le sens pas. Alors, autant de concerts, une vraie préoccupation sur la musique, sur l'organisation de ces concerts, mais Eddie Mitchell s'intéresse à quoi en dehors de ça? C'est-à-dire, vous êtes intéressé par l'actualité, par le net, par le multimédia, c'est vos autres pôles d'intérêt? L'actualité, oui, mais ça, c'est parce que c'est quelque chose d'important et qui maintenant est de toute manière
incontournable, inévitable, et puis c'est bien d'ailleurs. Mais bon, il y a toujours la littérature, il y a toujours le cinéma, il y a toujours... Et cinéma, plutôt américain ou plutôt des vieux nanars Nanar, oui, ça j'adore ça, le vrai nanar, quand il est vraiment loupé, c'est quand même... Ah oui, ça, je trouve ça formidable. Oui, parce que c'est finalement très rare. Il y a finalement beaucoup plus de bons films que l'on croit. Ouais. Alors qu'un bon nanar, bien consommé, c'est bien. Ah oui, vous aimez bien ça. Et en littérature, littérature polar, américaine Non, de tout. Ça peut aller très bien de classique à, justement, à James Ellroy, mais... Non, la chose qui est importante, c'est de se régaler avec tout, et on est quand même en plus dans un pays où on est gâté de ce côté-là. Je parle pas de la fiscalité, je parle de... je savais bien qu'on y vient. Non, je parle de la culture en général. C'est vrai que nous, on est un pays très très ouvert, contrairement aux États-Unis. Je veux dire, nous, en France, on a la chance de tout connaître, tout découvrir. Et ça vous permet de trouver une source d'inspiration pour écrire, par exemple Ah oui. Ouais. Oui. Il y a des chansons comme ça qui sont nées à partir d'une lecture ou de l'actualité ou un truc très précis. Ah oui, ou une phrase comme ça suffit pour faire partir un texte. Ouais. Ouais. Alors, on va vous retrouver dans ces DV qui sortent là, c'est les concerts des concerts. Il y a beaucoup de choses, c'est un peu tous les concerts que vous avez fait au Palais des Sports, à l'Olympia, mais aussi des taratata et même Envoyé spécial, je crois qu'il y a des éléments dedans. Vous avez besoin non seulement d'être présent face au public, mais en même temps de sentir qu'il y a une sorte d'attention autour de votre carrière. Vous faites très attention à tout ça? Non. C'est vrai? Non, moi, mon rôle, c'est de travailler, de faire, d'être présent, comme vous dites. Mais alors après, je suis pas ça. Mais ça, c'est le timide qui dit ça, c'est le pudique, non, je veux dire, parce que si on commence à s'intéresser à ce qu'on a fait, ça prend un temps fou, parce qu'on a fait trop de choses. Ouais. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est le petit embryon de choses qui peut refaire partir la machine, qui sera dans 6 mois, dans 1 an. Mais si on passe son temps à se regarder sur un écran, tiens, j'avais un bouton ce jour-là quand je suis passé. Donc vous êtes plutôt présent, et ce que je vais faire plus tard. Voilà. Et ce que je vais faire plus tard, il y a aussi du cinéma l'année prochaine, c'est ça? Oui, où je retrouverai, avec quelqu'un de Patrice qui s'appelle Michel Serrault. Oui, puis je retrouverai mon copain Serrault, et puis aussi mon vieux complice Gérard Jourduy à la caméra. Oui, si tout va bien. Si tout va bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonne tournée sur la route. Merci beaucoup, Eddie Mitchell. Bonsoir. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant la mort des clandestins. 58 clandestins découverts morts à Douvres dans un camion frigo. Toute l'horreur d'un vaste trafic d'immigration internationale. Dans quelques instants, la météo avec Patrice Drevet. Et puis jour après jour, le magazine présenté par Jean-Luc Delarue, consacré à l'adoption. Enfin, le magazine Argent Public à 23h05 vous sera présenté par Sylvain Attal. À 0h40, le dernier journal avec Florence Duprat. Et puis l'entretien, le magazine présenté par Alain Duhamel. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Michel Barnier. Et à 13h, vous retrouverez ici même Karl Geffer et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir et merci à vous. Bonsoir.